Rapidement, ce que nous avions vu, et ce que vous pouvez voir aujourd'hui maintenant, euh, au niveau des crises de l'affirmation du pouvoir monarchique, il y a effectivement les crises au niveau du peuple et de la noblesse qui vont s'affranchir du pouvoir et qui vont essayer de se révolter contre ce pouvoir, considéré pour certains comme étant tyrannique. On l'avait déjà vu concernant les protestants notamment durant les guerres de religion, mais aussi sous Louis XIII, et une volonté d'avoir un peu plus de pouvoir et une volonté de comploter contre le pouvoir royal par les grands aussi sous Louis XIII, on l'avait déjà vu avec l'exécution du marquis de 5 mars et le marquis de Tours, j'y arriverai jamais, donc qui met en avant finalement des discordes entre le peuple et, euh, et la royauté. Euh, une chose importante qu'il faudra regarder, et je vous conseille vivement de regarder donc la retransmission du cours de vendredi, c'est ce qui concerne la fronde. Je vous ai donné aussi une vidéo sur la fronde. Alors je sais pas, pour ceux qui étaient là, si vous aviez déjà regardé cette vidéo, c'est très important de connaître un peu les enjeux de cette fronde entre 1648 et 1653. Cette fronde, c'est une révolte du Parlement de Paris et de la haute noblesse en France, puisque durant cette période entre 1648 et 1653, on se retrouve dans une période de régence, c'est-à-dire que le roi est trop jeune pour gouverner, Louis XIV, et finalement donc c'est sa mère, Anne d'Autriche, et un cardinal, Jules de Mazarin, qui est italien, qui est proche du pape, mais aussi proche du cardinal de Richelieu, qui va donc être le premier conseiller du roi, hein, comme un premier ministre aujourd'hui, et qui va donc gouverner avec l'aide d'Anne d'Autriche. Finalement, je vous redonnais les lois fondamentales du royaume. Je vous laisse regarder plus en détail pour ceux qui le souhaitent. Le plus important qu'il faut comprendre ici, c'est que le roi est forcément catholique en France. Euh, c'est un homme, puisqu'il y a la loi salique. Les femmes ne peuvent pas régner. Il est donc de la loi de la primogéniture hérédité de sang, donc c'est forcément du même sang que le roi précédent. Et surtout, le roi gouverne seul à partir du moment où il est majeur, et la majorité des rois de France, jusque la Révolution française finalement, c'est 13 ans. Donc c'est-à-dire que le roi ne gouverne pas seul avant 13 ans. À partir de 13 ans, ça y est, il est grand et il peut gouverner seul le royaume de France. Ici, vous aviez donc ici la petite tête de Louis XIV au début de la Fronde. Au début de la Fronde, il avait 10 ans, puisque quand son père meurt, Louis XIII, il avait que 5 ans. Donc voilà, il a 10 ans en 1648. Ça fonctionne mieux aujourd'hui. Bon, bah, ma connexion doit être beaucoup plus fluide. Parfait. Ce qui va poser problème au niveau de la Fronde, c'est la pression fiscale, dans un premier temps, puisque je rappelle que entre les règne de Louis XIII et de Louis XIV, on a cette fameuse guerre de 30 ans entre 1633 et 1663 globalement. On va avoir donc euh, une guerre face aux Habsbourg, à l'Espagne et au Saint-Empire romain germanique, qui va donc demander beaucoup d'argent au royaume de France, donc un emprunt qu'on retrouve deux fois, ici et ici, un déjà sous Louis XIII, mais surtout dans ces années 1648. Ah, ça fonctionne pas trop. On va essayer comme ça, hein, Mélina. J'espère que ça va tenir. Mais surtout ensuite, pour le peuple et notamment pour les nobles, euh, une augmentation significative de l'impôt direct et donc de la taille et légèrement des impôts indirects, ce qui va donc provoquer la colère des parlements et notamment du Parlement de Paris et ensuite des nobles. Donc on l'avait vu, hein, le Parlement de Paris va essayer donc d'avoir un peu plus de pouvoir, hein. Il va essayer de renforcer son pouvoir tout en limitant les abus de l'État. Je vous laisserai regarder ce document 2, page 170, pour comprendre quels sont les éléments que veulent changer le Parlement de Paris dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, au niveau ensuite des grands, eh bien on va avoir une sorte de coup d'État finalement des grands et notamment donc du Grand Condé ici qui fait partie d'un des plus grands princes de sang de l'époque, grande carrière militaire, très apprécié par la haute noblesse, qui va être au départ arrêté par Mazarin, on vous met en 1650.
pendant 13 mois, mais il va être vite libéré et va essayer ensuite donc de démettre et donc de défaire le cardinal de Mazarin vers 1651. Ce dernier ainsi que le roi vont alors s'enfuir et s'exiler. Euh, et puis en 1652, on va avoir une bataille entre les armées royales euh, et l'armée donc du prince Condé, qui va finir donc par la victoire des forces royales et donc de la monarchie, euh, et la fin donc de la fronde. Je vais très très vite sur ce point parce qu'on l'avait déjà vu vendredi pour certains et si besoin vous pourrez regarder la rediffusion. Je vous conseille vivement de regarder donc la vidéo explicative concernant la fronde que je vous ai mis dans votre cours. Elle est très très importante à comprendre pour vraiment. C'est vraiment un premier élément qui montre les tensions qu'on peut retrouver au XVIIe siècle aux fonctions de la couronne de France et qu'on retrouvera certainement plus tard au XVIIIe siècle et où vous le verrez l'année prochaine avec la Révolution française, on a finalement les mêmes enjeux. Deuxième point important, donc c'est le petit 2, c'était les révoltes populaires, même les le peuple va se révolter contre le roi. Alors il se révolte surtout ici par rapport donc au règne de Louis XIV. Si vous reprenez ce document 6, page 185, vous voyez que entre 1660 et 1785, on va avoir des pics d'émeutes en France avec de nombreuses rébellions en fonction des années. Sous Louis XIV par exemple, on en a surtout en 1661, en 1675, en 1695 et surtout en 1710, 298 rébellions pour une seule année dans l'ensemble du royaume de France. Et quelles sont les motivations finalement de ces émeutes? Eh ben c'est surtout la fiscalité, hein, j'avais dit, hein, augmentation des impôts, augmentation de l'emprunt. Qui paye les impôts et l'emprunt à cette époque-là? Ce sont donc le peuple et ce sont donc les paysans. Euh, et ensuite, la deuxième principale motivation, c'est pour la nourriture. Et ça, c'est la suite donc, et le document 5, page 185. On va avoir en 1709 une énorme famine dans le royaume de France, puisqu'on va avoir un petit air glaciaire qui va se développer autour de ces années-là, avec une baisse significative des températures durant l'hiver. On va être à peu près à -15, -20 degrés dans l'ensemble du royaume de France, je le rappelle, un hiver très rigoureux, et forcément donc une baisse significative des récoltes et une hausse du prix du grain, ce qui va faire que plus beaucoup de gens ne pourront subvenir à leurs besoins, et on va avoir une distribution de pain notamment du roi directement en 1709 à Paris, donc au Louvre, lors de cette fameuse famine, pardon. Euh, Ces soulèvements paysans, on en retrouve depuis Louis XIII, surtout depuis le Moyen Âge finalement, ça s'appelle donc des jacqueries, c'est ce que je mettais dans mon cours. Euh, et beaucoup en fait sous Louis XIV. Retenez-en certaines, puisqu'on le reverra certainement dans le dernier chapitre d'histoire, notamment les Vanupiers, cette révolte-là, ou la révolte des Croquants, qui pourrait être très très intéressante à étudier, ou celle des Bonnets Rouges dans la Bretagne. Voilà, donc des soulèvements liés notamment aux pressions fiscales dans un premier temps, et dans un second temps au, euh, au manque de nourriture, donc euh, lié notamment à cette grande famine de 1709. Bien, durant cette dernière demi-heure, je vais aller très très vite pour m'intéresser donc au grand 3 sur l'affirmation de l'État royal contre les puissances extérieures. Donc après s'être intéressé à l'affirmation de l'État intérieur, donc dans le royaume, aux contestations dans le royaume, on va s'intéresser ici à l'affirmation de l'État à l'extérieur du royaume et aux contestations aussi hein, des monarques français face aux autres puissances royales européennes. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire au départ pour essayer donc d'affirmer sa puissance? Eh bien, tous les rois vont essayer d'affirmer leur puissance via la guerre qui est donc un outil d'affirmation monarchique important entre les règnes de François Ier et de Louis XIV.
Alors, les guerres. Alors, Alizé, tu ne vois pas le stream. Est-ce que c'est ma connexion qui est mauvaise? Non. Normalement, ça devrait être bon. Peut-être que ça coupe. Oui, je te remets, je te donnerai les diapos, Mélina, pas de souci. Je cherche simplement le diapo. Donc là, on est sur le diaporama qui donne le grand 3. Donc on doit être à la diapo. Tuc, 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 tac. 24. Donc on est à partir de la diapo 24. Et là, on passe à la diapo 25. Alors, concernant donc la guerre, ce qui est donc important à retenir, c'est que l'ensemble des rois de France étaient des rois de guerre pour certains. Ce qu'il faut comprendre ici dans ce grand A, c'est qu'on va s'intéresser notamment aux rois qui sont donc François Ier, Henri II dans un premier temps, Louis XIII et Louis XIV dans un second temps, les rois qui ont été donc gouvernants lors des guerres de religion n'ont pas forcément fait de guerre à l'extérieur du royaume. Ils avaient beaucoup trop de choses à faire déjà à l'intérieur du royaume, donc on va pas forcément les étudier. Alors, pour commencer, on peut voir sur cette carte les guerres et la guerre surtout principale convoquée par François Ier et Henri II, qui est donc cette fameuse conquête de l'Italie, qui est marquée notamment via le règne de François Ier par une bataille qui est significative et qui est la bataille la plus connue euh, de l'histoire de France finalement, une date que vous connaissez certainement. Quelle est donc cette bataille importante de François Ier d'après cette carte? Comment s'appelle-t-elle? Et quelle est sa date d'ailleurs? Bah, je vous la donne. C'est cette fameuse bataille donc de Marignan en 1515. Bataille de Marignan qui montre bien donc l'intérêt qu'ont les rois de France à essayer donc de s'accaparer de nouveaux territoires, notamment ici pour François Ier et Henri II, sur cette conquête du nord de l'Italie, afin donc euh, d'augmenter significativement finalement les frontières du royaume de France, le royaume de France à cette époque qui n'était pas encore la France qu'on connaît aujourd'hui. Cette bataille de Marignan qui est plus ou moins importante dans l'histoire française, et notamment à partir de cette date et à partir du XVIe siècle, euh, la l'omniprésence finalement des armes à feu dans les batailles, notamment avec des canons ou avec ce qu'on appelait à l'époque des arquebuses, qui vont alors se démocratiser, qui vont alors se développer au fur et à mesure des règnes successifs des rois de France, jusqu'à Louis XIV finalement, où ça va être l'entièreté de l'armée qui sera donc armée d'armes à feu. La deuxième bataille importante durant l'époque moderne, c'est que les rois de France vont aussi se battre contre finalement les Habsbourg, donc le royaume d'Espagne et l'empire du Saint-Empire romain germanique, euh, avec cette fameuse guerre de 30 ans entre 1618 et 1648. Cette bataille, alors cette carte est assez complexe. Je vous laisserai peut-être le temps. On est à la diapo suivante, Minina, pour la comprendre. Globalement,
On va avoir de nombreuses campagnes durant ces 30 ans, avec des revirements entre le camp du royaume de France, euh, aidé pour une fois par les Anglais, et le camp donc des Espagnols, aidé donc notamment par les Pays-Bas espagnols, par le royaume d'Hongrie et le royaume d'Autriche, qui va se conclure en 1648 par le fameux traité de Westphalie, donc on se retrouve, si je ne me trompe pas, ici, dans le royaume de Bohême, le traité de Westphalie, qui met fin donc à cette guerre avec finalement une paix assez blanche, sans trop de victoire pour l'un ou pour l'autre parti, mais beaucoup d'emprunts hein, au niveau fiscal qui est donc euh, emprunté par les différents royaumes. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de ce grand A, c'est la présence et les guerres de Louis XIV. Louis XIV qui est considéré comme étant le roi de guerre par excellence en France. Louis XIV qui va faire pas loin de 4 guerres durant son règne. Alors c'est un règne très très long, hein. Son règne personnel entre 1661 et 1715. Et si on prend son règne avec donc la Régence, c'est de 1643 à 1715. Hein. Il a vécu très longtemps, Louis XIV, et il va être un roi guerrier. Il aime faire la guerre, il aime récupérer des territoires. C'est le cas notamment donc sur ces différentes guerres. Donc cette guerre de dévolution dans les années 1667-1668, notamment autour des Pays-Bas espagnols et des Provinces-Unies finalement, avec notamment la... Oui, oui, tout à fait. La guerre de 30 ans, c'est la guerre de Louis XIII. C'est-à-dire que Louis XIII va en... Vas-y. Oui. Euh, Enfin, Louis XIII est le père de Louis XIV. Je reprends mon... Ouais, je sais que c'est compliqué au niveau de la chronologie. Je reprends ma chronologie de la diapo, la première, l'une des premières diapos. Retenez bien les dates de règne, parce que je fais souvent des allers-retours. François Ier puis Henri II, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. Ce qui est compliqué en fait avec la guerre de 30 ans, c'est que Louis XIII meurt en 1643, mais la guerre continue jusqu'en 1648. Donc entre 1643 et 1648, et ça c'est ce qu'on avait vu juste avant, on est dans cette période de régence du Royaume de France. C'est-à-dire que c'est Anne d'Autriche qui... Oui, c'est Louis XIII qui va initier la guerre de 30 ans, c'est Louis XIV qui va la terminer. Mais il va aussi en faire d'autres, parce qu'il aime faire la guerre. C'est bon? Ok, super. Alors je reprends rapidement. Donc la guerre de dévolution, donc pour essayer d'accaparer des territoires, notamment des Pays-Bas et des Provinces-Unies. On va ensuite avoir la guerre de Hollande, même chose, avec des territoires qui vont vraiment être pris entre 1672 et 1678, avec cette fameuse campagne de Hollande. Euh, la Ligue d'Augsbourg, entre 1688 et 1697, qui va opposer euh, l'Angleterre à la France avec l'aide des Provinces-Unies. Euh, et dans un dernier temps, on le verra donc, c'est la guerre de succession d'Espagne. Je vais très vite dans les guerres de Louis XIV, si vous voulez voir l'ensemble de ces guerres, je vous ai mis un, un article de Futura Science dans votre cours pour comprendre en fait les guerres de Louis XIV face aux puissances européennes. Donc pour ceux qui sont intéressés et fascinés par l'histoire militaire euh, de la France. Ce roi de guerre, on le voit, et on a de nombreuses peintures qui nous montrent finalement Louis XIV comme étant un roi de guerre. C'est le cas notamment ici, donc c'est la diapo suivante, Mélina, avec Louis XIV qui est sur son cheval, armé donc d'une épée, qui regarde sur un haut plateau la prise de Besançon par ses troupes
en arrière-plan avec Besançon qui se trouve juste là, près du fleuve. Juste à côté, on va avoir aussi Louis XIV qui supervise eh bien, la traversée du Rhin par son armée lors de la guerre de Hollande en 1672. Euh, donc on voit bien finalement que même s'il est le roi de France, il n'hésite pas à aller sur les batailles, voir son armée pour aussi être le superviseur absolu des armées, donc à l'aide donc de ses généraux. Et la dernière guerre de Louis XIV, c'est cette fameuse guerre de succession d'Espagne entre 1701 et 1714. Louis XIV meurt un an plus tard. Cette guerre de succession d'Espagne, c'est notamment parce que le royaume d'Espagne, eh bien, quand le roi meurt en 1701, il n'a pas de successeur direct, et normalement le prochain successeur du roi d'Espagne, ce n'est autre que le fils de Louis XIV. Alors forcément, l'ensemble des autres puissances européennes vont avoir un peu de mal avec cette idée où, eh bien, les Bourbons, et d'ailleurs c'est toujours le cas en Espagne, on a toujours un roi Bourbon, gouvernerait donc sur les deux grandes puissances européennes de l'Ouest, à savoir le royaume de France et le royaume d'Espagne, donc notamment le royaume d'Angleterre, le royaume d'Autriche et les Provinces-Unies vont vraiment avoir peur en fait de cette puissance entre la France et l'Espagne, ce qui va amener donc à une guerre assez longue, quasiment 13 ans, hein, où on va avoir donc une bataille entre la France, l'Espagne et divers alliés, notamment la Bavière par exemple, contre une coalition européenne avec le Royaume d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse, les Provinces-Unies, les possessions donc des Habsbourg d'Autriche, qui essaient de récupérer le trône d'Espagne, le Portugal et le duché de Savoie, ce qui va faire une énorme guerre, une très grosse guerre européenne. On va le voir ici avec une guerre avec l'arme à feu dans le centre donc des éléments donc pour faire la guerre, avec cette bataille de Denain où on voit eh bien ce fameux duc de Villars, commandant de l'armée royale, qui est victorieux pardon du prince Eugène de Savoie. Donc on est ici dans le nord de la France en 1712. Qui va avoir donc un impact significatif avec le traité des Pyrénées en 1600, pardon, la paix d'Utrecht en 1713. Bien. Ce qu'il faut retenir globalement de toutes ces guerres, je ne vais pas aller dans les détails de toutes les guerres. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vivement à aller chercher des informations sur Internet. Diapo suivante pour Mélina. Ce qui est intéressant à comprendre au niveau des guerres, c'est que ces guerres permettent au roi de France d'accaparer et d'avoir de plus en plus de territoires, donc de grappiller certaines parcelles de territoire aux autres puissances européennes. C'est le cas ici sous Louis XIV, où chaque couleur signifie donc euh, un territoire conquis lors de ces différentes guerres. Alors le traité de Westphalie, à la fin de la guerre de 30 ans, on va récupérer euh, ce qui est aujourd'hui le Bas-Rhin. Le traité des Pyrénées, 1659, on est donc sur la guerre de dévolution, on récupère tout ce qui est dans le nord, le Pas-de-Calais et autour de Perpignan, le fameux traité de Pyrénées qui s'est fait autour de Perpignan, et ainsi de suite. La paix d'Aix-la-Chapelle pour la guerre de Hollande, on récupère Lille et Dunkerque, bref. Louis XIV va essayer donc de récupérer, de grappiller un grand nombre de territoires. Ici, on voit donc ensuite les entrevues entre les différents monarques pour mettre fin aux guerres, avec ici donc en 1659 le traité de Pyrénées entre Louis XIV et Philippe IV, roi d'Espagne, pour donc mettre fin à cette guerre. Et puis finalement, si on fait une rapide conclusion de l'ensemble des rois, vous avez ici en bleu clair jusqu'au bleu foncé l'ensemble des territoires qui vont être conquis par les différents rois de France entre François Ier et Louis XIV. Alors vous avez ici eh bien l'ensemble des annexions faites entre Henri II et Louis XIV, ce qui ressemble globalement à notre France actuelle, plus ou moins,
hein, même les territoires qui étaient à l'intérieur du royaume sont enfin conquis par le roi, et donc va permettre donc d'avoir un certain prestige envers les puissances extérieures. Dernier élément aussi, c'est l'effectif de l'armée. Pour faire la guerre, il faut de l'argent, mais il faut aussi une armée. Cette armée, elle va être de plus en plus importante entre 1662 et 1710. Votre document 3 ici, on va avoir à peu près 230 000 hommes en temps de guerre en 1668 à 630 000 en 1710. On va tripler, voire quadrupler le nombre d'armées et d'effectifs en l'espace de 40 ans. Donc l'armée est et la guerre est un élément central de la politique de Louis XIV. Et même chose, même en temps de paix, on continue à avoir une armée professionnelle afin de protéger le pays en cas de guerre surprise. Et c'est pour ça que le dernier élément, les territoires conquis par les différents monarques, et notamment sous Louis XIV, vont être protégés par de nouvelles places fortes, puisque afin de les protéger, on va donc avoir des places fortes modernes et résistantes, qu'on va appeler la ceinture de fer. Je vous laisserai lire la biographie de Vauban, donc on change de diapo, Mélina, par la suite. Vauban, qui est donc issu de la petite noblesse, il n'est pas forcément un grand noble, mais pourtant il va être l'un des éléments centraux du grand conseil royal de Louis XIV. Euh, il va devenir ingénieur en 1655, diriger des sièges et va améliorer de nombreuses forteresses, et notamment son élément principal, c'est ces forteresses dites les forteresses de Vauban. Ces forteresses de Vauban, vous les retrouvez un peu partout sur les frontières de la France. C'est tous les points verts et rouges que vous avez ici, où en fait on va avoir l'instauration de forteresses pour contrôler les territoires frontaliers et pour éviter donc une guerre, ce qui permettrait donc de renforcer donc le territoire et le protéger. Ces places défensives, elles avaient notamment une caractéristique assez particulière parce qu'elles étaient en forme d'étoile avec différentes portes, des bastions, une place d'armes où on pouvait regrouper à peu près 10 000 hommes à l'intérieur de ces forteresses. Alors dans le nord, vous avez de la chance, vous en avez beaucoup des forteresses Vauban. Je pense que la plus proche d'Hirson, ça doit être celle de Rocroi ou Maubeuge. Vous avez une forteresse Vauban, vous avez une forteresse aussi à Cambrai, à Arras, ou même à Lille, Lille que vous pouvez aussi visiter, la forteresse Vauban de Lille. Et je vous invite, et je pense que je vais le faire ici, euh, vous pouvez aller chercher directement sur Maps la forteresse Vauban de Lille. Je le fais avec vous. Et si vous regardez donc sur une image déjà aérienne de cette forteresse, elle a sensiblement la même caractéristique qu'au XVIIe siècle. Et puis si vous allez même sur Maps, si vous prenez une vision satellite de cette forteresse, eh bien, regardez, hop, on est en plein cœur de l'île. Alors ça charge. Voilà, vous avez l'île, vous avez le vieux Lille, Villeneuve d'Ascq ici, et vous avez cette forteresse. Et plus vous vous rapprochez, plus vous voyez donc cette configuration en étoile. Et si on prend une image satellite, c'est flagrant, on voit bien donc cette caractéristique militaire avec des fossés dans un premier temps, puis un premier mur d'enceinte, puis un second, puis ensuite ici le bastion avec de nombreux bâtiments où on pouvait donc loger à peu près 10 000 hommes d'armes, 10 000 soldats, afin de protéger la ville des attaques des envahisseurs, et notamment ici à Lille, face donc aux Flandres détenues par les Provinces-Unies à cette époque-là.
Donc je résume rapidement, hein, finalement, durant toute l'époque moderne, on va avoir de nombreuses guerres entre notamment l'Angleterre et les Habsbourg face aux Français. L'armée devient permanente et va se moderniser, et on va compter quasiment 630 000 hommes à la mort de Louis XIV. Et la plupart des guerres aboutissent à des victoires françaises. Ces victoires vont permettre l'extension du domaine royal, euh, avec aussi euh, la mise en scène de la puissance du roi, avec des célébrations de ses victoires, permettant donc de contrôler aussi la noblesse, puisque dans un autre point, Louvois va réformer donc les armées avec une discipline beaucoup plus stricte, et puis les territoires qui sont conquis vont être aussi protégés par de nouvelles places fortes, avec Sébastien Vauban, les places fortes Vauban, qui vont être modernes, beaucoup plus résistantes face à l'artillerie, et ensuite le royaume est ainsi ceinturé de places défensives, mais ces guerres épuisent le royaume, puisqu'on va avoir des taxes qui vont être beaucoup plus importantes. Je vous laisserai regarder le document 4, page 169, qu'on avait déjà évoqué précédemment, notamment avec Louis XIII, ces fameux emprunts qui dit faire la guerre, dit aussi avoir beaucoup de besoin d'argent, parce que le nerf de la guerre n'est autre que l'argent. Bien. J'espère que je n'ai pas été trop rapide sur ce point, sur la guerre. Alors il nous reste 5 minutes, on est à la diapo prochaine, Mélina, donc on est à la diapo numéro 34, si je ne me trompe pas. Il nous reste à peu près 5 minutes, donc je pense que je vais pas réussir à terminer le cours aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, il me reste 2 éléments à faire, ça ira très vite. Et de toute façon, on terminera ça vendredi.